Bien, bonjour et bienvenue à tous. Donc, après avoir passé plusieurs cycles de cours à retracer les différentes vies, morts et résurrections de Confucius, ainsi que ses différentes phases de mondialisation, nous nous posions la semaine dernière la question de savoir si l'enseignement de Confucius, qui est censé avoir été recueilli dans ces entretiens, le Yu, est-ce que donc cet enseignement peut faire l'objet d'une universalisation, qui n'est donc pas la même chose que la mondialisation. Et c'est donc une question qui se trouve derrière l'intitulé du cours de cette année, à savoir le confucianisme est-il un humanisme? Nous sommes donc partis de la constatation que la thématique de l'humanisme a ressurgi au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en premier lieu dans les milieux philosophiques européens. Nous avons évoqué, entre autres, les noms de Sartre et de Heidegger, suite aux expériences éminemment traumatisantes de perte d'humanité des années 1930 et surtout 1940, que certains d'entre vous ont peut-être connu. Donc, en passant en revue l'histoire des traductions modernes des entretiens en langue européenne, principalement en français, en allemand et surtout en anglais, nous avons constaté qu'entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, ces traductions appartiennent encore à la tradition dite des traductions de missionnaires qui remontent, comme vous le savez, aux premières traductions du corpus canonique chinois en latin par les missionnaires chrétiens, avant tout jésuites, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, c'est-à-dire donc entre la Renaissance et l'époque des Lumières. Et je faisais remarquer la dernière fois que les traductions en français du missionnaire français jésuite Séraphin Couvreur, paru en 1895, sont encore accompagnées d'une traduction en latin. Puis, ces traductions dues à des missionnaires catholiques ou protestants présents en Chine au tournant des 19e, 20e siècles, alors même que le régime impérial chinois est en train, enfin en tout cas sur le point de s'effondrer et de laisser place à la toute première République chinoise en 1912. Donc, ces traductions cèdent le pas à des traductions dues non plus à des missionnaires, mais à des universitaires, au premier rang desquels nous trouvons principalement des Britanniques. Nous avons cité la dernière fois Lionel Giles, que vous avez ici sur la diapositive, qui a produit une traduction intitulée The Sayings of Confucius. Je vous ai mis cette fois-ci les titres en anglais, parus en 1907, et Arthur Waley, qui donc a produit une traduction complète des entretiens de Confucius sous le titre The Analects of Confucius, paru en 1938.
Donc, vous avez en Lionel Giles et Arthur Waley deux éminents représentants de l'école de sinologie anglaise qui s'est développée dans les deux grandes universités datant du Moyen Âge, Oxford et Cambridge, qui sont encore plus anciennes que le Collège de France. Et ces études chinoises britanniques se sont ensuite développées également à la School of Oriental Studies, donc l'école d'études orientales, fondée en 1916, qui est actuellement connue sous le nom de SOAS, c'est-à-dire donc School of Oriental and African Studies, basée à Londres. Alors, je ferai remarquer quand même au passage que cette école de sinologie britannique, qui commence à se développer autour des années 1870, est bien plus tardive que la nôtre, c'est-à-dire notre école de sinologie française, puisque j'aurai l'occasion de vous rappeler à maintes reprises que la première chaire entièrement consacrée donc aux études chinoises a été créée ici même au Collège de France en 1814. Événement que nous allons commémorer en juin prochain dans un colloque international qui aura lieu ici au Collège. Donc, à partir du lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la primauté de la sinologie européenne, française et anglaise en particulier, cède le pas à une prédominance américaine qui n'a fait que se renforcer depuis lors, non seulement du fait de l'ascendant général bien connu pris par la culture américaine, si on peut considérer que Coca-Cola fait partie de la culture américaine, en tout cas, non seulement du fait de cet ascendant américain dans tous les domaines à l'échelle mondiale, mais aussi du fait de ce que j'ai appelé dans ma leçon inaugurale l'autoroute qui relie les États-Unis et la Chine depuis l'ouverture de la Chine à l'ère post-maoïste des années 1980. Et donc, depuis environ une trentaine d'années, on assiste à un va-et-vient permanent et intensif au-dessus du Pacifique, ce qui a donné lieu à cette notion du Pacific Rim, c'est-à-dire les pourtours du Pacifique, autour desquels donc justement se passe vraiment une circulation intense de personnes, de marchandises, mais aussi d'idées. Donc on assiste à ce va-et-vient permanent, notamment dans le domaine des échanges universitaires et intellectuels, autoroute qui, bien sûr, tend à laisser notre vieille Europe sur les bas-côtés. Alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, l'ouvrage du sinologue américain H.G. Creel, Hurley Glessner Creel, que vous avez en bas de la diapositive, cet ouvrage intitulé Confucius, the Man and the Myth, qui est paru à New York en 1949, fait date en présentant Confucius sous les traits carrément d'un champion des valeurs caractéristiques de la pensée libérale américaine. Donc là, nous avons résolument une sorte d'actualisation de la figure de Confucius, qui prend des traits typiquement américains. Alors, comme je le précisais en terminant la semaine dernière, l'avant-dernier chapitre
de ce livre est entièrement consacré à, et c'est le titre du chapitre, Confucianism and Western Democracy, c'est-à-dire confucianisme et démocratie occidentale. Et d'entrée de jeu, Creel affirme ceci: The philosophy of the Enlightenment has some very remarkable similarities to Confucianism, c'est-à-dire la philosophie des Lumières présente des ressemblances remarquables avec le confucianisme. Et Creel va même plus loin en disant ceci: Since it developed during the 17th and 18th centuries, and this was precisely the period at which Confucianism came to be effectively known in Europe, it has inevitably been asked whether Chinese philosophy did not suggest some of these European ideas. Alors je traduis: étant donné que cette philosophie des Lumières s'est développée au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, et que ce fut précisément le moment où le confucianisme devint effectivement connu en Europe, on s'est inévitablement posé la question de savoir si la philosophie chinoise n'avait pas inspiré certaines de ces idées européennes. Alors, le livre de Creel constitue donc de toute évidence une lecture du Confucius des Entretiens qui est encore très fortement inspirée par l'esprit des Lumières européennes et également très américaine par ses références explicites donc aux Founding Fathers, aux pères fondateurs de la démocratie américaine, comme Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson, dont vous avez les noms en bas de la diapositive, et que H.G. Creel cite de manière très substantielle. De fait, on connaît l'intérêt d'un Benjamin Franklin pour la Chine. Vous avez son portrait ici. Vous le connaissez peut-être mieux sous cet aspect-là. Donc un billet de $100. Benjamin Franklin, donc, qui a vécu entre 1706 et 1790 et que nous connaissons bien ici en France puisqu'il a séjourné en France à la veille de la Révolution française. Donc on connaît cet intérêt que Benjamin Franklin portait à la Chine, notamment pour ce qu'il appelait the morals of Confucius, c'est-à-dire la morale de Confucius, qui fait l'objet d'une série d'articles parus en 1738 dans la Pennsylvania Gazette, la Gazette de Pennsylvanie que Franklin avait créée lui-même à Philadelphie. Alors, c'est une morale qui consiste, dans les propres termes de Franklin, en trois choses. Vous avez ça donc dans le numéro de la Pennsylvania Gazette du 28 février 7 mars 1738. Alors donc, premièrement, of what we ought to do to cultivate our minds and regulate our manner, c'est-à-dire ce que nous devrions faire pour cultiver nos esprits et régler nos mœurs. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, of the method by which it is necessary to instruct and guide others, la méthode par laquelle il est nécessaire d'instruire et de guider les autres. Et enfin, troisièmement, of the care everyone ought to have to tend to the sovereign good, to adhere thereunto, and I may say, to repose himself therein. Le souci que tout un chacun devrait avoir
de tendre vers le souverain bien, d'y adhérer et, si je puis dire, de s'en remettre à lui, de s'en remettre au souverain bien. Alors, quant à Thomas Jefferson, que vous avez ici, qui a vécu entre 1743 et 1826 et qui fut donc le troisième président des États-Unis, on sait qu'il a lu des traductions de classiques confucéens dus aux jésuites. Oui, là, là aussi, Jefferson, vous le connaissez peut-être un peu mieux sous cette forme-là, donc un billet de $2 seulement. Alors, je ne sais pas si la valeur monétaire est proportionnelle à l'importance qu'on accordait au personnage sur le billet de banque, mais enfin, entre Benjamin Franklin qui a droit à $100 et Thomas Jefferson qui n'a droit qu'à $2, on se pose des questions, mais enfin. Donc, Thomas Jefferson était familier de ces traductions de classiques confucéens dus aux jésuites, et cela a amené certains chercheurs à se demander même si la rédaction de la Déclaration d'indépendance américaine ne devait pas quelque chose à des classiques confucéens comme le Shujing, c'est-à-dire le livre des documents, qui est donc l'un des 5 classiques qui formaient le corpus canonique confucéen sous les Han, donc au IIe siècle avant Jésus-Christ. Alors, tout ceci tendrait donc à accréditer les propos de Hurley Glessner Creel sur l'influence de la pensée confucéenne sur les Lumières européennes et au-delà sur les Lumières américaines. Mais à l'inverse, ce qui est encore plus inattendu et ce qu'on sait peut-être un peu moins, c'est l'intérêt suscité en retour par la pensée de ces Founding Fathers, de ces pères fondateurs de la démocratie américaine, chez certains intellectuels chinois aujourd'hui, qui ne se cachent pas de trouver de l'inspiration, par exemple, dans la pensée justement de ces mêmes Benjamin Franklin ou Thomas Jefferson. Je vous signale que vous trouverez, par exemple, une biographie complète de Jefferson en chinois qui a été publiée en 2005. Donc vous voyez qu'actuellement, il y a en Chine un véritable intérêt justement pour ces fondements de la démocratie américaine. Alors, pour revenir à ce Confucius selon H.G. Creel, nous voyons qu'il est bien représentatif d'une nouvelle forme d'humanisme d'après-guerre, même si le mot humanisme n'apparaît pas comme tel dans l'ouvrage de Creel. En réalité, le mot humanisme appliqué au confucianisme, qui est donc notre propos de cette année, n'apparaît qu'assez tardivement, dans les années 1960. Et à partir de ce moment-là, il devient un mot-clé dans les travaux de 2 universitaires sino-américains dont vous avez les noms en bas de la diapositive et sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Alors, ce côté tardif justement de l'application de la notion d'humanisme au confucianisme s'explique sans doute par une certaine réticence à appliquer donc cette notion d'humanisme qui est tellement constitutive de l'histoire et de l'identité européenne, de l'appliquer donc à une culture non européenne. À ce propos, je voudrais vous lire quelques extraits d'un livre qui me paraît important pour notre propos.
Il s'agit d'un livre de Tsvetan Todorov, dont vous avez le nom en haut de la diapositive, qui est, comme vous le savez sans doute, l'un de nos grands intellectuels français, originaire de Bulgarie, dont il a connu le régime à la soviétique et qui a, à partir donc de cette expérience, développé une réflexion critique sur les fondements et, enfin, disons, les fondements des valeurs européennes. Donc, certains d'entre vous connaissent sans doute ces très nombreux livres, et parmi eux, il y a celui-ci, qui, je dois le dire, est l'un de mes préférés. Il s'agit d'un livre qui est intitulé « Le jardin imparfait », le sous-titre étant « La pensée humaniste en France », qui est paru en 1998 aux éditions Grasset et qui existe en livre de poche. Et j'aimerais vous lire donc un passage du prologue où Tsvetan Todorov nous explique ceci. Le terme humaniste a plusieurs sens, mais on peut dire en première approximation qu'il se réfère aux doctrines selon lesquelles l'homme est le point de départ et le point d'arrivée des actions humaines. Ce sont des doctrines, entre guillemets, c'est Todorov qui met les guillemets, des doctrines anthropocentriques, comme d'autres sont théocentriques, comme d'autres encore mettent à cette place centrale la nature ou les traditions. Le substantif, c'est-à-dire donc l'humaniste, figure, peut-être pour la première fois en français, dans une page de Montaigne, où celui-ci s'en sert pour caractériser sa propre pratique par opposition à celle des théologiens. Sans nullement refuser à ces derniers le droit au respect, encore moins à l'existence, il, c'est-à-dire Montaigne, préfère séparer les deux domaines et réserver aux humanistes un nouveau champ constitué par les activités ou ce qu'il appelle fantaisie simplement humaine, par les écrits que Montaigne qualifie de purement humains. Ces écrits concernent les sujets qui sont, et Todorov cite les essais de Montaigne, qui sont matière d'opinion, non matière de foi. Fin de la citation. Et il les traite, de nouveau citation donc de Montaigne, il les traite d'une manière laïque, non cléricale. Fin de citation. La spécificité des affaires humaines, par contraste avec celle qui se rapporte à Dieu, est donc au point de départ de la doctrine humaniste, même si celle-ci ne s'y réduit pas. On verra ces autres ingrédients apparaître au fur et à mesure de la présente enquête. Ce choix initial ne signifie pas, on le verra aussi, qu'on porte à l'homme une estime inconditionnelle. Le même Montaigne n'oublie jamais que la vie humaine est destinée à rester, citation de Montaigne, un jardin imparfait, d'où le titre donc du livre de Tsvetan Todorov, qui donc continue en disant ceci: la pensée humaniste que j'examine a connu trois temps forts qui sont la Renaissance, le siècle des Lumières et le lendemain de la Révolution. Donc, vous avez dans ce propos de Todorov la présentation de la façon dont l'humanisme s'inscrit véritablement dans le tissu même de l'histoire et du projet européen. D'où justement cette difficulté à appliquer ce terme d'humanisme à quelque chose qui est étranger donc à la tradition européenne. Alors pourtant,
dans les années 1920, le grand indianiste français Sylvain Lévy, dont vous avez le nom sur la diapositive, qui a vécu entre 1863 et 1935 et qui a été professeur au Collège de France entre 1894 et sa mort en 1935. Donc Sylvain Lévy soulève dès les années 20 la question de l'humanisme à propos de l'Inde dans un livre qui, à mon sens, est extrêmement éclairé et éclairant et qui est intitulé L'Inde et le monde. Vous avez ici une photo donc de Sylvain Lévy et ici la couverture donc de ce livre L'Inde et le monde, publié chez Honoré Champion en 1928. Alors, le dernier chapitre de ce livre se trouve être un texte en anglais d'une allocution de Sylvain Lévy en 1922 à l'université de Dhaka, qui est actuellement, comme vous le savez, capitale du Bangladesh. Et cette allocution est intitulée de manière très intéressante pour nous Eastern Humanism, c'est-à-dire donc l'humanisme oriental. Alors, concernant les deux mots de cet intitulé, Eastern Humanism, Sylvain Lévy fait le commentaire suivant. Here I have connected two words which I'm afraid meet for the first time. Humanism, though referring by its very name to the whole of mankind, is essentially Western. The thing, as well as its denotation, are of Western birth and apply properly to the range of the Western mind. Donc, je traduis, en parlant donc d'Eastern Humanism ou d'humanisme oriental, j'ai associé deux mots qui, je le crains, se rencontrent pour la toute première fois. L'humanisme, bien qu'il se réfère de par son nom même à l'humanité tout entière, est par essence occidentale. La chose, comme sa désignation, sont occidentales par naissance et s'appliquent, à proprement parler, à ce que recouvre l'esprit occidental. Mais, bien sûr, Sylvain Lévy ne s'en tient pas là. Dans un autre chapitre du livre, cette fois en français, un chapitre intitulé Orient et Occident, essai sur l'humanisme, Sylvain Lévy commence par cette constatation: la cassure définitive entre l'Orient et l'Occident date de la Renaissance. Donc, dans cette phrase, Sylvain Lévy s'accorde avec ce que nous disait Tsvetan Todorov, c'est-à-dire que l'humanisme est d'abord associé à un moment historique de l'histoire européenne, à savoir donc la Renaissance. Donc, pour revenir à la conférence de Sylvain Lévy en anglais à Dhaka, Lévy donc soulève la question suivante: Let us ask, has India anything to show which may compare with Western humanism? C'est-à-dire, posons la question, l'Inde a-t-elle quelque chose à montrer qui puisse se comparer à l'humanisme occidental? Et à notre grand soulagement, donc toute la conférence de Lévy s'emploie ensuite à montrer que la réponse est oui. L'Inde a en effet quelque chose à montrer qui puisse se comparer à l'humanisme occidental. Et de fait, Sylvain Lévy en arrive donc à la conclusion suivante. Thus, by the mysterious ways of fate, India, though unwilling and even reluctant, has grown fit to become the home of an Eastern humanism able to compete
with our Western humanism. Traduction, ainsi, par les voies mystérieuses du destin. Donc là, Sylvain Lévy a recours à une notion que son public indien peut comprendre, donc cette notion de destin. L'Inde, malgré elle et même à son corps défendant, est devenue apte à être le foyer de l'humanisme oriental, capable de rivaliser avec notre humanisme occidental. Alors, cet humanisme oriental, qui a, selon Sylvain Lévy, son foyer en Inde, Lévy le voit dans l'humanisme bouddhique, qui fait l'objet d'un chapitre entier donc, de ce livre, L'Inde et le monde. Alors, il le voit donc dans l'humanisme bouddhique et non pas dans ce qu'il appelle la civilisation brahmanique, qui fait également l'objet d'un autre chapitre. Et la raison en est probablement que la civilisation brahmanique apparaît à Sylvain Lévy comme étant trop spécifique à la culture indienne et on pourrait dire comme les anglo-saxons trop culture bound, hein, c'est-à-dire donc trop lié à une culture donnée, hein, donc pas forcément donc susceptible de s'universaliser très facilement. Alors, dans son chapitre sur l'humanisme bouddhique, Sylvain Lévy nous dit ceci: il existe une civilisation bouddhique comme il existe une civilisation chrétienne et musulmane, et cette civilisation bouddhique couvre en étendue et en importance un domaine qui l'égale aux deux autres. Je voudrais tracer ici un programme d'étude de la civilisation bouddhique pour en montrer la richesse et la complexité infinie, et pour montrer aussi comment cette étude peut servir de foyer à un nouvel humanisme, l'humanisme asiatique, qui viendrait heureusement compléter et parfaire notre humanisme européen. Alors maintenant, la question que soulève Sylvain Lévy dans son allocution de Dhaka, l'Inde a-t-elle quelque chose à montrer qui puisse se comparer à l'humanisme occidental? Est-ce que cette question peut être transférée à la Chine? Alors, ce transfert entre Inde et Chine nous rappelle notre propos tenu ici même il y a 4 ans. Nous avions constaté que Inde et Chine étaient d'abord associées dans le même imaginaire de l'autre oriental, dans l'esprit des élites européennes, à peu près jusqu'au XVIIIe siècle. Et que ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle que l'Inde a commencé à être dissociée de la Chine, notamment dans l'imaginaire romantique allemand, qui, dans sa quête des origines, tente à voir dans la civilisation indienne les origines premières des langues et des formes de pensée européennes, avec la fameuse idée des langues indo-européennes. Du coup, la Chine se trouve repoussée dans un exotisme, une altérité encore plus radicale, encore plus lointaine, dont, je dois le dire, nous avons encore du mal à sortir aujourd'hui. Alors, toujours est-il que la question posée par Sylvain Lévy à propos de l'Inde, et à laquelle il trouve une réponse dans l'humanisme bouddhique, se retrouve appliquée au confucianisme
dans les travaux de ces deux universitaires sino-américains que je mentionnais tout à l'heure et qui, en tant que passeurs de culture chinoise en contexte américain, sont en quelque sorte dans le sillage de Lin Yutang, dont nous parlions la semaine dernière. Lin Yutang, que vous voyez sur cette photo. Et donc, ces deux universitaires sino-américains, là vous ne voyez peut-être pas, la photo est un peu petite, mais vous voyez donc le grand érudit sino-américain Wing Tse Chan, avec sur les genoux toute la collection de tous ses livres. Vous voyez que c'est assez considérable. Donc je reviens à cette diapositive où vous voyez apparaître donc le nom de Wing Tse Chan ou Chan Wing Tse. Si on le prononce donc en chinois standard, donc ce serait Chen Rongjie, et qui est né en 1901 et mort en 1994. Alors, le parcours de Chan Wing-Tse est assez intéressant. Il est né donc dans le sud de la Chine, donc en 1901, et en 1916, donc, il a commencé des études à l'université donc Lingnan, donc près de Canton. Et après ses études universitaires, toujours dans le sud de la Chine, d'où justement son nom qui est en général transcrit de ce dialecte du sud, il a commencé des études doctorales à l'université de Harvard, donc en 1924. Donc, sujet extrêmement brillant, qui a travaillé donc avec les meilleurs esprits américains de présents à Harvard, donc dans les années 1920. Et il a achevé donc sa thèse doctorale de PhD en culture et philosophie chinoise, donc en 1929. Après quoi, donc, Chan Wing-Tse retourne en Chine et dans son alma mater de Lingnan, et devient donc le doyen donc de cette faculté jusqu'en 1935. En 1935, l'université de Hawaï, donc l'université américaine de Hawaï, lui offre un poste, et c'est donc là qu'il commence à enseigner donc en milieu donc anglophone. Et sa carrière le mène ensuite dans d'autres universités américaines, à savoir Dartmouth College de 1942 à 1966, et ensuite, entre 1966 et 1982, à l'université de Pittsburgh en Pennsylvanie. Alors, Pittsburgh, où il est mort donc en 1994. Alors, vous voyez donc ce parcours sino-américain qui a amené Chan Wing-Tse à être l'auteur de beaucoup d'ouvrages en anglais, dont un manuel de philosophie chinoise par les textes intitulé Soul's Book in Chinese Philosophy, paru en 1963 aux éditions universitaires de Princeton. Alors, il s'agit donc d'un recueil de traductions en anglais de textes choisis de la tradition intellectuelle chinoise qui sont précédés pour chaque chapitre d'une brève présentation, donc ouvrage extrêmement utile. Alors, dans cet ouvrage, le mot humanism, humanisme, apparaît comme un mot-clé
dans l'ouvrage dans son entier, puisqu'il apparaît dans le titre des deux tout premiers chapitres et dès la toute première phrase du premier chapitre. Le premier chapitre s'intitule The Growth of Humanism, c'est-à-dire donc le développement de l'humanisme. C'est d'entrée de jeu comment Chan Win-sit envisage donc les origines de la tradition intellectuelle chinoise. Il commence tout de suite par la qualifier d'humanisme. Et je vous lis donc la toute première phrase. If one word could characterize the entire history of Chinese philosophy, that word would be humanism, not the humanism that denies or slights a supreme power, but one that professes the unity of man and heaven. In this sense, humanism has dominated Chinese thought from the dawn of its history. Donc, si un seul mot pouvait caractériser toute l'histoire de la philosophie chinoise, ce serait bien le mot humanisme. Pas un humanisme qui nie ou rabaisse une puissance suprême, mais un humanisme qui proclame l'unité de l'homme et du ciel. Dans ce sens, l'humanisme a dominé la pensée chinoise depuis l'aube de son histoire. Et un peu plus loin, Chan Win-sit poursuit dans ces termes, Humanism, in gradual ascendance, reached its climax in Confucius. L'humanisme, dans son ascension progressive, atteignit son summum avec Confucius. Et de fait, le chapitre suivant, donc le chapitre 2, s'intitule The Humanism of Confucius, donc l'humanisme de Confucius. Et dans la présentation générale de ce chapitre, Chan Win-sit nous dit ceci. Judging on the basis of the Analects alone, we find that Confucius exerted great influence on Chinese philosophical development in that, first of all, he determined its outstanding characteristic, namely humanism. As pointed out in the previous chapter, the humanistic tendency had been in evidence long before his time, but it was Confucius who turned it into the strongest driving force in Chinese philosophy. Donc, à en juger à partir des seuls entretiens, nous découvrons que Confucius a exercé une grande influence sur le développement philosophique de la Chine, en ce que, en tout premier lieu, il a déterminé sa caractéristique principale, à savoir l'humanisme. Comme nous l'avons souligné au chapitre précédent, c'est-à-dire donc ce chapitre intitulé le développement de l'humanisme, la tendance humaniste était perceptible bien avant l'époque de Confucius. Mais c'est Confucius qui l'a transformé dans la force motrice la plus puissante de la philosophie chinoise. Donc là, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Donc nous avons, au début des années 1960, la proclamation justement de cet humanisme proprement chinois et confucéen. Donc cette première phrase du source book de Chan Win-sit, qui nous dit que si un seul mot pouvait caractériser toute la philosophie chinoise, ce serait bien le mot humanisme. Cette première phrase a été reprise par l'autre universitaire sino-américain dont je vais vous dire quelques mots maintenant, à savoir donc Tu Weiming, dont vous avez le nom en bas de la diapositive, en deux formes de transcription. Vous avez d'abord la transcription anglo-saxonne qui est courante aux États-Unis, et ensuite donc la transcription
en pinyin, donc usité donc en Chine populaire. Tu Heming, qui est né donc en 1940 et qui est encore très très actif. Tu Heming, dont il est intéressant également de retracer brièvement le parcours. Il est fils de pasteur, et ça a son importance dans son parcours. Bien que né en Chine continentale, il a été formé à Taïwan et il a ensuite fait la plus grande partie de sa carrière universitaire aux États-Unis, d'abord à Princeton entre 1967 et 1971, ensuite à l'université de Berkeley en Californie entre 1971 et 1981, et à partir de 1981 à Harvard. Donc vraiment, vous voyez le parcours américain sans faute. Donc Harvard, où il a occupé donc le poste important de directeur de l'Institut Harvard-Yenching entre 1996 et 2008. Et c'est encore plus intéressant de constater qu'actuellement, tout en gardant en fait une place à l'université de Harvard, Tu Heming est actuellement directeur d'un Institute for Advanced Humanistic Studies à l'université de Pékin, donc en chinois le Beijing Daxue Gaodeng Renwen Yanjiuyuan, c'est-à-dire donc un institut pour les études humanistes avancées que Tu Heming a créé lui-même et pour lui-même donc sur le campus de l'université de Pékin. C'est donc vous dire à quel point donc Tu Heming a un pied à la fois donc aux États-Unis et un pied donc en Chine populaire. Et Tu Heming est connu dans le monde entier. Il est très actif dans le contexte de l'UNESCO. Il a été très écouté par les dirigeants de divers pays d'Asie, notamment à Singapour dans les années 1980 et actuellement donc en Chine populaire. Alors Tu Heming, pour résumer de manière peut-être un peu sommaire, mais là je manque de temps, c'est, on peut dire, et c'est là que justement le fait qu'il soit fils de pasteur prend son importance, c'est, on pourrait dire, une sorte de télévangéliste ou de prophète de ce qu'il appelle lui-même The Third Epoch of Confucian Humanism, c'est-à-dire donc la troisième ère de l'humanisme confucéen. C'est lui-même qui a adopté cette périodisation. Troisième ère qui vient après donc la première ère de l'humanisme confucéen correspondrait donc au confucianisme originel, c'est-à-dire de Confucius dans l'Antiquité jusqu'à la période Han, qui nous a beaucoup occupés donc ces derniers temps, c'est-à-dire donc aux alentours des deuxième siècle avant et deuxième siècle après Jésus-Christ. La deuxième ère de l'humanisme confucéen correspondrait, selon Tu Heming, au renouveau de l'an 1000, si on peut dire, en reprenant les termes de Georges Duby, qui correspondrait donc à ce que la sinologie occidentale appelle le néo-confucianisme à partir de l'époque Song, c'est-à-dire à partir du Xe siècle. Donc la première ère correspondrait donc à l'Antiquité jusqu'au tournant de l'ère chrétienne. La deuxième ère
commencerait donc, disons, au début du deuxième millénaire de l'ère chrétienne. Et maintenant que nous sommes à l'aube du troisième millénaire, selon Du Heming, nous abordons cette troisième ère du confucianisme, de l'humanisme confucéen. Alors, Du Heming a d'abord été un universitaire dans le sens assez classique du terme, en publiant un certain nombre d'ouvrages concernant donc divers aspects de la tradition intellectuelle chinoise, mais actuellement, on peut vraiment dire que c'est un prophète de cet humanisme confucéen New Age, en quelque sorte, qui le fait courir partout dans le monde en vendant, si vous me permettez cette expression, donc cette idée de l'humanisme confucéen. Récemment encore, il a publié un livre avec son collègue japonais, donc Ikeda Daisaku, un livre qui s'intitule New Horizons in Eastern Humanism, Buddhism, Confucianism and the Quest for Global Peace, qui est paru donc à la fois à Londres et à New York en 2011. Donc je traduis le titre, Nouveaux horizons dans l'humanisme oriental, bouddhisme, confucianisme et la quête d'une paix globale. Donc là, vous voyez, la boucle est bouclée. Sylvain Lévy, dans les années 1920, voyait un humanisme oriental dans le bouddhisme. Beaucoup plus récemment, à partir des années 1960, des universitaires sino-américains comme Chan Win-sit ou Du Heming nous parlent d'humanisme confucéen. Et désormais, donc, bouddhisme et confucianisme se trouvent réunis donc, dans un vaste projet donc, de paix globale. Là, donc, nous nageons véritablement dans une globalisation douce, on pourrait dire. Et là-dessus, je terminerai sur ce message très propre à cette époque juste d'avant Noël, pour vous présenter donc tous mes vœux pour la fin de cette année et le début de la prochaine. Et je vous demanderai de noter d'ores et déjà que le cours reprendra le jeudi 16 janvier et non pas le 9, où je serai en colloque à l'étranger, dans un colloque, devinez sur quoi? Sur le bouddhisme indien. Merci.